Ça va pas du tout ce résumé, c'est un peu nul. On recommence. Attends, bouge pas. Oh, j'ai mal aux fesses. Voilà. Alors. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Derrière mes binocles. Nous allons parler cette fois-ci de mes lectures et achats du mois d'avril et oui, je suis habillée et coiffée de la même manière parce que je filme cette vidéo littéralement 5 minutes après avoir filmé celle d'avant. Franchement, je vais me faire mars, avril, mai, juin d'un coup. Comme ça, ce sera fait, il n'y aura plus qu'à monter et mon monteur adoré s'en occupera, ce ne sera plus dans mes mains. Allez, c'est parti pour les lectures du mois d'avril. Alors attendez, je suis comme d'habitude accompagnée, je vous le dirai à chaque fois parce que ça m'aide, ça me fait très beaucoup plaisir, de mon petit carnet Note of a Genius qui m'aidera à m'y retrouver dans sa lecture. Alors, j'ai pas été très efficace en termes de lecture. J'ai très peu lu, je n'ai que 4 lectures à mon actif, mais ce sont 4 excellente lecture. La première lecture de ce mois d'avril que je vais vous présenter pour ce mois d'avril, c'est... comment vous dire? C'est waouh quoi. Je vais vous présenter le bouquin et ensuite je vous en parle parce que là j'ai envie de vous parler de l'autrice, j'ai envie de vous parler de mon amour pour cette autrice, mais non, il ne faut pas, soyons construits. Donc j'ai lu À un cheveu de Maëlle Desarts, c'est paru chez Slalom en 2022, c'est mon gros coup de cœur. À un cheveu nous narre l'histoire d'Emma, 17 ans. Emma a dû quitter son ancien lycée parce qu'il y a eu un incident. Il faut savoir qu'Emma souffre d'alopécie. L'alopécie, c'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui fait que tu perds tes cheveux. Quand t'es un mec, c'est pas grave, tu te rases. Quand t'es une fille, tu peux te sentir un peu plus mal dans tes baskets. Et du coup, Emma et ses parents ont déménagé dans un nouveau lycée. Emma a fait l'acquisition de ce qu'elle appelle sa précieuse, à savoir une perruque qui lui permettra de passer inaperçue. Personne n'est jamais censé découvrir qu'elle n'a plus de cheveux, puisque maintenant elle a cette perruque qui est magnifique, merveilleuse. Mais quand même, Emma, elle est championne de natation. Sauf que à cause de la perruque et parce qu'elle ne veut pas la quitter, elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle est chauve, eh bien elle ne peut plus faire de natation, elle ne peut plus faire de sport, elle a une dispense pour le sport, donc elle est un peu malheureuse quand même. Son frangin qui est presque son frère jumeau, qui a un an de plus qu'elle mais qui a redoublé, est dans la même classe qu'elle et lui il est hyper protecteur, il la protège tout le temps. Lui c'est plutôt le gars cool qui va vers les autres, qui est sympa et tout. Emma elle a un peu de mal à se faire des potes, là elle a décidé de prendre l'option art plastique et elle y rencontre une nana un peu... un peu taiseuse quoi, qui regarde le monde sans vraiment y prendre part, elle aime pas trop parler, tu vois, c'est un peu la nana un peu dark quoi. En fait c'est une streameuse de jeux vidéo et elle va rapidement devenir son amie. C'est une gamine hyper riche dont les parents s'occupent en définitive assez peu. Le problème c'est cette perruque, le problème c'est que Emma ne veut pas qu'on sache qu'elle est chauve. Et donc tout le roman va tourner autour de ça. Je vais vous faire un éloge impossible, incroyable, merveilleux. Je vais vous faire un éloge dithyrambique de Maëlle Desarts. Maëlle Desarts, c'est... En fait, j'ai appris totalement par hasard que Maëlle Desarts publiait chez Slalom. Je parlais avec Marilyn et elle m'a dit « Ah ouais, là je suis sur le nouveau Maëlle Desarts ». Je fais « What ?» Moi, Esther Parmentier, c'est... voilà. C'était un vrai cœur ça. Voilà comme ça. Esther Parmentier. C'était un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de Maëlle, de son écriture incisive drôle. Elle se moque de ses personnages et d'elle-même. Elle a un humour incroyable. C'est léger. C'est actuel. Bref, j'ai adoré. Je me suis dit quoi ? Maëlle Desarts publie chez Slalom. J'ai donc écrit un petit mot à Carole, qui est ma relation libraire / instagrammeuse chez Slalom. J'ai dit Carole, comment ça Maëlle Desarts, elle a écrit un nouveau roman. Et là, elle me dit ah oui, attends, je te l'envoie. J'ai donc reçu À un cheveu que j'ai lu, mais avec un plaisir. Maëlle Desarts, bon, Esther Parmentier c'est particulier parce que c'est de la SFFF. Là on est sur quelque chose de totalement différent et pourtant ces personnages sont toujours aussi délicieux, c'est toujours aussi drôle, il y a toujours ce mot à la con pour rire, l'expression que t'attends pas, l'analogie que tu n'attends pas en plein milieu du roman et qui te prend par surprise et qui donc te fait rire bêtement parce que tu t'attendais pas à ça. Maëlle Desarts, c'est pétillant, c'est surprenant. J'ai lu une critique où elle disait c'est un petit bonbon au citron. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que ça mord un peu, ça pique un peu la langue. Je dirais mieux, c'est un arlequin.
On adore les harlequins, c'est sucré, c'est super bon, et puis il y a quand même ce petit côté qui pique un peu Maëlle c'est ça. Bref, j'adore Maëlle je la suis, je lui dis que c'est quand ton prochain roman, donc je sais que le prochain Esther Parmentier sort début 2023, qu'elle va nous sortir quelque chose à la rentrée, quelque chose avec un personnage qui change un petit peu de ses personnages habituels. Et je suis tellement contente, Et là en plus on va aborder dans ce roman-là, alors on peut pas le lire trop jeune, à un cheveu, parce que on va quand même aborder des sujets, et je trouve tellement cool qu'on les aborde dans les littératures jeunesse, comme le harcèlement sur internet. Alors pas le harcèlement où tous tes copains ils te font ah elle est moche, mais le harcèlement dans le sens où on a une gamine qui stream et qui reçoit des dick pics, donc des photos de pénis. C'est des sujets qui sont importants quand même. Voilà, le harcèlement bien sûr, on va parler de harcèlement à l'école aussi, c'est-à-dire pour les gens qui sont différents, elle a plus de cheveux, donc forcément on va parler de cette espèce de méchanceté des ados, mais aussi de l'amitié toxique. Ça c'est un super sujet, et pour le coup c'est chouette parce que c'est très très bien fait. C'est bien dosé, on n'est pas dans l'exagération, on n'est pas dans le... Ça pourrait être ta pote en fait, ça pourrait être ta pote de collège où tu dis putain mais j'avais une pote comme ça, ouais effectivement, bah là je le vois, là c'est Emma et sa pote, c'est toxique, mais ça pourrait tout aussi bien être moi et ma pote et en fait elle était toxique. Bref, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment cool. Oui je commence à avoir mal aux fesses donc je me tortille comme ça. J'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment cool, ça aborde tout un tas de sujets, c'est super bien écrit. Moi c'est mon gros coup de cœur à la librairie et je suis ravie de le mettre en avant. J'ai lu Blackwater, le tome 1, je vous ai dit que je l'avais reçu le mois dernier. Eh bien je l'ai lu en avril, et alors ce qui m'a un peu forcé à le lire, c'est que mes collègues se sont mis à le lire aussi, et que c'est devenu un peu une lecture géante à la librairie. Attends, je te présente le bouquin d'abord. Donc j'ai lu Blackwater tome 1 de Michael McDowell, paru chez Monsieur Toussaint l'Ouverture en 2022. Traduit de l'anglais par Yoko Lacour avec l'aide de Hélène Charrier, c'est en tout cas ce qui est précisé, donc je ne sais pas pourquoi avec l'aide, mais voilà. Yoko Lacour et Hélène Charrier qui ont traduit ce texte qui est un peu un classique de la littérature américaine. Comment vous dire? J'ai été très surprise. Déjà parce que en créant l'événement, Monsieur Toussaint l'Ouverture, en respectant cette volonté de l'auteur de publier. Donc c'est une saga en 6 tomes, et quand je dis saga, j'utilise réellement le mot saga dans son sens premier, à savoir que c'est l'histoire d'une famille qu'on va suivre sur plusieurs générations. Donc le premier, c'est une saga en fait qui devait être publiée à l'origine, qui a été publiée en tout cas toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, Michael McDowell sortait un tome de cette saga. Il y avait vraiment du coup ce côté feuilleton, et je trouve que ça apporte aussi une espèce de... On implique le lecteur, c'est vraiment un engagement du lecteur qui va suivre cette série en fait à chaque sortie. Et comme on a envie de le lire avec tous les copains qui le reçoivent à la sortie et qui le lisent, et ben du coup on se dépêche tous de le lire en même temps, et ça fait une espèce de frénésie. Nous à la librairie c'était ça, c'était t'en es où de Blackwater, j'ai pas encore avancé dans ce tome là, enfin vraiment on a suivi la série de fou. C'est la première fois qu'on lit tous un livre, d'habitude on lit, il y en a un qui lit un bouquin et qui en parle à tout le monde, mais là non, on a vraiment tous lu cette série. Alors l'histoire de Blackwater, c'est l'histoire de la famille Casquet. Donc ils habitent un village qui s'appelle Perdido, qui est au bord d'une rivière qui s'appelle la Perdido. Et la Perdido, à la sortie de Perdido... Quoi? On dit des chacos? Croise la Blackwater, qui est une autre rivière. La Perdido a des flots rouges, la Blackwater a des flots noirs, et ce sont des rivières qui ont rarement des crues, mais quand elles ont des crues, elles inondent la totalité de ce petit village du fin fond des États-Unis. Et là, en l'occurrence, il y a eu une crue, et le fils Casquet se balade sur sa barque au milieu des maisons et des hôtels, et trouve à l'hôtel une jeune femme qui s'appelle Elinor Damert et qui dit j'attends là depuis 3 jours. Or bon bah lui il l'a pas vue, ça fait 3 jours qu'il va sur sa barque un peu partout pour voir un peu les maisons, et il a jamais vu cette nana. Bref, il la ramène sur sa barque et il finit par l'épouser, et ainsi commence la grande saga de la famille Casquet. Ce qui est absolument merveilleux dans ce roman, c'est la manière dont on part donc en avril 1919, on part de Pâques 1919, et on va arriver tout au long des 6 tomes, mais je vous reparlerai des autres tomes parce que vous allez voir, ils ont jalonné réellement mes mois de avril, mai, juin. On a cette famille Casquet qui part, qui est une famille puissante, une grande famille disons de ce petit village, donc elle a une scierie dans le village, c'est pas non plus... Et on a cette nana qui débarque de nulle part, qui semble hyper à l'aise dans l'eau, d'aucuns diraient
qu'elle vient du fleuve un petit peu quand même, cette nana. On le voit, il y a des éléments de fantastique dans le livre, c'est vraiment par petites touches, mais... pardon, je me relève. Voilà, on va suivre l'histoire de cette mystérieuse Elinor Damert qui va épouser l'héritier Casquet et qui va notamment rencontrer sa némésis en la personne de Marie-Love Casquet, qui est un peu la matriarche, parce que les Casquets, ils marchent beaucoup, c'est beaucoup les femmes qui ont le... pas le pouvoir, mais... les femmes dirigent tout dans cette famille. Et donc, Elinor Damert, qui épouse l'héritier Casquet, va se retrouver en compétition avec sa belle-mère Marie-Love Casquet. Et donc là va commencer tout le drame. Et on part de là, on part de ce truc-là pour dire comment les Casquet vont monter, comment leur fortune va se faire, ou leur infortune d'ailleurs. Comment Elinor et Marie-Love vont mener ce combat l'une contre l'autre, parce que on a d'un côté quelqu'un qui est très frontal, qui va aller à l'affrontement tout le temps. Mais qui est aussi un petit peu manipulatrice avec ses enfants. Et de l'autre côté, on a cette espèce de force tranquille qui est Elinor, qui ne craint absolument pas Marie-Love. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Moi, je suis Team Elinor, hein. Je vais me faire un t-shirt d'ailleurs, Team Elinor, parce que franchement, j'ai adoré ce personnage. Bref, donc les personnages sont vraiment cool et on va suivre la vie de la famille Casquet, qui s'écoule un peu d'ailleurs, comme la Blackwater et la Perdilo. Une superbe découverte dont je vous parlerai, comme je l'ai dit, dans mes autres vidéos. Après, je pourrais pas vous en dire trop parce que le truc c'est que bah là c'est un tome 1, les autres ce sera d'autres, enfin ce sera les tomes suivants, donc je veux pas trop vous en révéler, mais je vous dirai bien sûr si je les ai lus, enfin quand je les aurai lus. Le prochain roman dont je vais vous parler, que j'ai lu en mai, il s'agit de Néo le tome 2 et je ne l'ai pas lu. Néo de Michel Bussy, paru chez PKJ en 2021. Le titre de ce tome 2 c'est Les Deux Châteaux. Et moi je l'ai écouté, toujours lu par Damien Witeka, sur Audible. J'ai adoré, mais là pareil je peux pas trop vous en dire. C'est-à-dire que bah, c'est la suite du tome 1. Les personnages sont toujours aussi géniaux. Ce qui est cool, c'est qu'on sent qu'aucun personnage n'est à l'abri. Et c'est dans ce tome-là qu'on sent que chaque personnage est en danger. Je vais vous faire un pitch d'abord avant de vous parler du roman. Je vous refais le pitch du tome 1, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je peux pas trop vous parler du tome 2, mais en gros le tome 1 c'est tous les adultes ont disparu de la Terre suite à un nuage toxique qui les a tués. Seuls ont survécu les bébés qui étaient dans le ventre de leur maman qui ont pu naître. Et les adultes ont survécu quelques années pour donner les rudiments de l'éducation et de la survie à leurs enfants, et puis ensuite ils sont décédés. Donc les enfants se débrouillent. Et on est dans ce monde-là, dans un monde géré par des enfants. Certains sont instruits, certains ne le sont pas, certains ont appris beaucoup de choses de la nature et d'autres ont plutôt voulu devenir des héroïnes, voilà, en gros. Et on va avoir ces deux clans, donc ceux qui sont plutôt des sauvages et ceux qui sont plutôt des héroïnes, qui vont s'attaquer dans Paris. Donc ça c'était le tome 1. Là on passe au tome 2, bah, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Je l'ai lu, mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Je peux vous dire juste que c'est toujours aussi bien, que c'est toujours aussi magique, et je vous disais donc qu'on craint pour la vie de chacun des personnages. Ça m'avait fait cet effet également dans Les Puissants de Vic James, paru chez Nathan je crois. J'avais adoré parce que justement à partir du moment où un personnage auquel vous savez que le lecteur s'est accroché va mourir, vous savez qu'aucun des personnages n'est en sécurité. Et là du coup ben dans ce tome 2 on est là, mon dieu mais que va-t-il se passer? On a un roman qui dans ce tome 2 en tout cas n'a pas les défauts que je connais au tome 2, que je reconnais au tome 2, c'est-à-dire que le premier va être dans l'action pour effectivement essayer d'accrocher le lecteur, et bien souvent le deuxième il tire un petit peu sur l'élastique pour faire durer l'histoire, parce qu'on veut faire une trilogie, parce qu'on veut faire une quadrilogie, une heptalogie, enfin bref, peu importe. Excusez-moi, j'ai très mal aux fesses donc je gigote. Là en l'occurrence pas du tout, on est sur quelque chose de rythme. Il y a 4 tomes parce qu'il doit y avoir 4 tomes et chaque tome a quelque chose à dire. Et c'est ça qui est vraiment très chouette dans cette série. Je vous en dirai pas beaucoup plus encore une fois, donc je vais passer rapidement sur ce bouquin. Et enfin la dernière lecture que j'ai faite en avril, c'est Les Enfants d'Aliel. C'est paru aux éditions Le Chien qui pense en 2019. Ça a été écrit par Sarah Schneider. Je l'ai découvert ce roman sur la chaîne de Link the Sun. Je vais d'abord vous dire de quoi ça parle. Les Enfants d'Aliel, on est dans un royaume totalement imaginaire. On va être dans un monde où on sent, donc on est dans un monde un peu, c'est de la fantaisie un peu moyenâgeuse. Lila vit dans ce monde où on sent qu'une force très maléfique vient de se réveiller. Une force qui s'empare des gens qui ont en eux une part d'ombre, qui va exacerber cette part d'ombre et qui va les transformer en monstres. Autant les transformer physiquement que mentalement en fait. Et ça va les rendre fous.
Lila vit dans ce monde et elle vit une petite vie tranquille, ses parents sont décédés. Elle vit avec son petit frère et un jour elle est confrontée à l'un de ces monstres et elle se rend compte qu'elle-même a des pouvoirs liés à la terre, des pouvoirs bénéfiques. Elle est une fille d'Aliel, c'est-à-dire que la déesse Aliel lui a transmis une partie de son pouvoir. Il y a plusieurs enfants d'Aliel à travers le pays et pour pouvoir vaincre cette nouvelle force qui s'éveille, cette force maléfique, eh bien Lila va devoir partir, elle part avec son petit frère, chercher les autres enfants d'Aliel afin de monter une sorte d'armée pour arrêter cette force maléfique. Je disais donc que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Link the Sun. Moi je suis très peu, je vous l'ai déjà dit, je lis très peu d'auto-édition. Là en l'occurrence, c'est un peu différent, c'est pas tout à fait de l'auto-édition. Sarah Schneider a monté cette maison d'édition qui publie ses romans. Elle a travaillé avec des gens qui l'ont aidé à corriger ses romans, enfin vraiment à travailler sur son texte. Mais on reste quand même sur quelque chose qui ressemble à d'auto-édition. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? Il y a des points très très positifs, il y a un lore extrêmement développé. Vraiment tout cet aspect autour de la magie, autour des éléments, autour de... Moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Les personnages sont très très bien caractérisés et le roman a un potentiel de fou. J'attends de voir la suite, j'attends de voir ce que ça donne, mais cette histoire de quête, la quête ça marche en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te tirer en avant dans ta lecture. Du coup j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a des choses, comme je disais à Sarah, mais ça, tout ce que je vous dis là, j'ai fait un retour à Sarah. Il y a des choses qui méritent d'être améliorées, notamment, alors je crois de mémoire que je lui avais parlé des dialogues qui manquaient parfois un peu naturels, et je trouve que ça c'est un peu le défaut des auteurs qui... C'est pas inexpérimenté parce que Sarah sait très bien écrire en fait, mais des primo-romanciers si je peux dire, parce que on a l'impression que pour faire passer une information, quand on peut pas la faire passer dans le texte, eh ben on doit la faire passer par le dialogue. Et du coup parfois les dialogues manquent un peu de naturel parce que ça va donner, je sais pas, moi je te donne une situation lambda, mais tu sais bien que papa nous avait averti que ce coin là de la forêt c'était dangereux, juste pour dire que ce coin là de la forêt est dangereux, bah tu le mets dans un dialogue. Et là du coup parfois c'est ce que ça faisait, et comme le lore est très très riche, bah forcément on a besoin d'avoir des dialogues pour nous expliquer tout ça. Néanmoins le narrateur est omniscient. C'est-à-dire qu'on va être dans la tête de tous les personnages. En fait, on saute de personnage en personnage. Ça, c'est aussi un truc qui m'a perturbée. Sarah m'a dit que ça se justifiait sur la totalité de la saga. Et donc, bon, je me dis que forcément, à un moment, je vais m'y habituer. Mais moi, j'ai l'habitude d'être d'un point de vue omniscient, certes. En fait, là, c'est qu'on est omniscient, mais pas omniscient extérieur au personnage. On est omniscient dans le sens où on passe de personnage en personnage et on sait ce que chacun des personnages sait, parce qu'on va avoir des points de vue différents, en fait. C'est pas vraiment d'omniscience, c'est des changements de point de vue qui m'ont personnellement un peu perturbée, mais Sarah m'a dit que c'était fait exprès et que ça se justifiait par la suite. Et puis, une petite remarque, elle m'a dit, tu n'es pas la seule à me la faire, la caractérisation du physique des personnages féminins, notamment ceux qui sont plantureux ou bien ceux qui n'ont pas de forme du tout. Sarah m'a dit que j'étais pas la première à lui faire cette remarque sur le physique des personnages, en tout cas sur les remarques sur le physique. Et je lui dis que effectivement parler de beauté et de forme c'est de moins en moins en vogue. Aujourd'hui, on n'a plus besoin que l'héroïne soit belle, elle peut être atypique mais de moins en moins belle. Et en tout cas on va de moins en moins parler de ses formes. Et là je lui dis qu'on a beau lui donner le beau rôle, en fait c'est pas bien vu de parler de la manière dont elle est foutue. Et c'est ce que je lui dis, c'est que c'est pas au personnage de s'accepter lui-même, c'est aujourd'hui au lecteur de faire le chemin d'accepter le personnage et d'apprendre à l'aimer. Et c'est pour ça que le narrateur doit se retirer. Le narrateur ne doit pas dire elle est plantureuse, elle est belle, elle est ci, elle est ça. Le narrateur doit nous la décrire et c'est à nous lecteurs de faire le chemin, de dire voilà ce que je pense de ce personnage. Or là le narrateur est omniscient et du coup, enfin il n'est pas omniscient, le narrateur adopte différents points de vue. C'est ce que je vous dis, il y a une différence entre l'omniscient et le changement de point de vue. Et là le narrateur va adopter plusieurs points de vue, va adopter d'autres points de vue et les autres personnages vont faire des remarques sur le physique de cette jeune fille. Et c'est ça qui est gênant en fait. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un personnage jugé par ses pairs, ou en tout cas on le voit de manière extérieure. Et du coup, aujourd'hui ça a ce côté un petit peu désuet
de juger un personnage pour son physique. Il y a guère que dans les romans, et attention c'est pas du tout condescendant mais c'est vrai, il y a guère que dans les romans avec des beaux hommes torse nu sur la couverture que on voit elle était belle, oh là là, elle a des belles formes, voilà. Aujourd'hui c'est vrai que dans le roman traditionnel, hors roman sentimental, on fait plus trop attention au physique, et c'est vrai que les remarques sur le physique au milieu de ce roman, là où c'était quelque part pas trop attendu, bah moi ça m'a un peu déstabilisée. J'en ai fait part à Sarah, elle a tout à fait compris ma remarque. Mais comme je disais, que le personnage fasse s'accepte, ou en tout cas parle de son physique, pourquoi pas, mais c'est le lecteur qui doit faire son appréciation, et c'est pas tellement, pour moi c'est pas la place de l'auteur de faire des appréciations sur le physique de ses personnages. Voilà, c'était ce qui m'avait un peu gênée. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un roman avec un énorme potentiel, avec un univers extrêmement riche, avec un univers étendu, avec cette quête qui nous tire vers l'avant, donc voilà, une excellente lecture pour moi. Et c'était ma dernière lecture du mois. Quand je vous ai dit que j'ai lu 4 romans, hein, au mois d'avril c'était... Et encore, j'ai lu 3 romans et j'ai écouté un roman. Par contre, j'ai acheté plein de trucs parce que en avril, on a les 48 heures de la bande dessinée. Donc forcément, j'en ai profité des BD à 2 € du pense-bien. Et pour le coup, je me suis acheté plein de BD. Donc j'ai acheté, dans le cadre des 48 heures de la BD, Bloody Harry de... Alexandre Arline, c'est paru chez Jungle et c'est une parodie de Harry Potter en BD. J'ai acheté Putain de chat de Lapsus, publié chez Monsieur Popcorn. J'ai acheté Linette, les pieds qui poussent, c'est une BD muette de Catherine Roma et c'est paru donc aux éditions de la Gouttière. J'ai acheté Les Géants de Liliane Drouin et Lorien, paru chez Glénat. J'ai acheté UCC Dolores de Didier et Lise Tarquin chez Glénat. Et j'ai acheté une autre BD donc chez La Gouttière de Frédéric Maupomé et Aude Soleya, je pense. Toujours aux éditions de La Gouttière, ça s'appelle 16. Je vous ai dit déjà que c'était aux éditions de La Gouttière, tout va bien. Donc là, ça a dû défiler un petit peu, je suis navrée. Mais voilà, je me suis acheté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes dessinées pour les 48 heures de la BD. J'ai également reçu, pas du tout acheté, 2 services presse de chez Gallimard Jeunesse. Le premier c'est Scarlett et Brown de Jonathan Stroud, que j'ai très envie de lire et qui est dans ma palle de l'été, mais enfin, vous connaissez mon respect des palles, n'est-ce pas? J'ai également reçu de Gallimard Jeunesse les recettes du chef de Jean-Philippe Arouvignon. Et j'ai reçu Blackwater, le tome 2 en avril. J'ai dû en recevoir plusieurs. Ils sont où les autres tomes? Bon écoute, je ne me pose pas de questions. J'ai reçu Blackwater, le tome 2 en avril. Toujours de Michael McDowell et toujours paru chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai reçu. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose en fait. J'ai vraiment acheté que les 48 heures de la BD. Et Blackwater en fait c'est que j'avais commandé j'avais commandé les 6 d'un coup et ils me les envoyaient à date, donc c'est même pas, j'avais déjà payé mon livre avant, mais je l'ai reçu là. Et le dernier roman que j'ai reçu, c'est également un service presse, c'est paru chez Slalom, ça s'intitule Les Invisibles et ça a été écrit par Mar Romasco mort. Voilà, donc c'est en gros là le gros des achats, c'est vraiment les 48 heures de la BD. Les 48 heures de la BD c'est des trucs que je vais lire relativement rapidement, on est d'accord. Et ce serait bien que je m'y mette quand même, parce que c'est pas parce que je les lis relativement rapidement que je peux me dire oh non je ne lis pas, allez hop là je laisse faire. Parce que là ils sont tous prêts en fait, genre il faudrait que je me prenne un après mais que je me dise allez tu lis ces romans, tu lis ces BD pardon, et du coup ça me permet soit de les garder soit de les mettre en boîte à lire, mais au moins c'est fait. Voilà pour ce qui est des lectures. Je sais pas si j'ai été très claire, je crois que j'ai beaucoup bafouillé, mais en même temps c'est la deuxième vidéo que je tourne d'affilée sur ces lectures d'avril. Peu de lectures, quelques achats, effectivement, le mois d'avril n'a pas vraiment été un mois littéraire. En même temps, le mois d'avril c'est également le mois où on a commencé à faire des travaux parce qu'on a acheté une maison. On a monté une SCI et acheté une maison de vacances. Si vous voulez venir en vacances, en ski dans le Sancy, ou bien visiter le château de Mural où a été en partie tourné le film Kaamelott, ou bien même le film Gasoil si vous connaissez Bourville. Mural est une région magnifique avec un château médiéval absolument extraordinaire. On est au milieu des volcans d'Auvergne et c'est trop chouette. On a acheté une maison là-bas qu'on est en train de rénover pour pouvoir la louer. Donc ça fait des travaux tous les week-ends et ça fait moins de lecture, pour être très honnête. Ceci dit, j'ai quand même un peu lu et je suis assez fière. Je sais pas pourquoi je continue cette vidéo en fait. Cette vidéo est terminée les amis. J'arrête de parler parce que c'est n'importe quoi et que j'en ai une troisième à tourner et que je sais pas trop à quoi va ressembler la troisième. Comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces romans et que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, vous pouvez laisser un commentaire. Si je vous ai donné envie de lire un roman ou si vous êtes tellement vénère parce que j'ai dit du mal de votre roman préféré, mais là comme j'ai aimé toutes mes lectures ça m'étonnerait, vous pouvez laisser un commentaire. Bien sûr vous pouvez liker la vidéo, ça me fait super plaisir, et vous pouvez vous abonner pour être informé de quand je poste ou quand je ne poste pas des vidéos.
pour venir me voir et me dire pourquoi n'as-tu toujours pas posté. Je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Je serai habillée pareil et coiffée pareil pour la vidéo du mois de mai. Je vous fais des gros bisous, ciao.